souvent une phase d'interview quand même après le test qui permet de creuser en fait si on n'a pas du coup suivant les actions qu'il a fait, on peut poser des questions sur ce qu'il a pensé de ses actions, sur la navigation, sur les écrans par lesquels il est passé, etc. Les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est quand même une règle principale du design, donc il faut vraiment faire ce travail d'analyse en fait. Je crois qu'il n'y a pas pire de se rendre compte que juste ton idée intéresse pas et tu l'as pas fait tester avant. Hello tout le monde et bienvenue sur Good Morning Product, le podcast qui interviewe les product managers, UX designers qui pensent les produits web de demain. Aujourd'hui, on reçoit Rebecca Gauthier, une touche-à-tout du design digital, passionnée du UX, du UI et de création intuitive. Après des études en game art, elle bifurque vers l'UX design, un domaine qui la challenge, la passionne et dans lequel elle va vite s'épanouir. Elle fait ses armes chez Uxia, une agence tech et design où elle enchaîne les missions pour des projets variés, Doré de platine, Flashmat, CartoSI entre autres, avant de se lancer en freelance avec son studio UX Voyager. Aujourd'hui, elle partage son temps entre refonte d'app, UI design et missions courtes, toujours avec la même exigence. Elle vient notamment de copiloter une grosse refonte pour le Zoo de Beauval. C'est une vraie exploratrice du design digital que j'ai la chance de recevoir sur le podcast. Et hello Reb, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Pablo, ça va super, merci de me recevoir. Tu vas bien ? Mais écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Écoute, je vais super bien et c'est trop cool de pouvoir se parler aujourd'hui. Je pense que ça va être le premier épisode d'une série d'épisodes assez sympa sur l'UX. Et je crois que le sujet aujourd'hui, c'est les tests utilisateurs. C'est un de mes sujets préférés, donc je suis trop content qu'on puisse l'aborder tous les deux aujourd'hui. Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais nous rappeler ce que c'est des tests utilisateurs en UX design ? Tout à fait. Alors, les tests utilisateurs, c'est une phase où on présente le produit aux utilisateurs, tout simplement. On va le faire tester de manière différente et on pose des questions pour essayer de creuser et avoir des conclusions, améliorer le produit derrière s'il faut. C'est une phase qui peut intervenir en amont d'un projet pour vraiment tester ton idée, en fait, tout simplement. Ouais. Et après, en la fin, pour tester ton prototype, où là, vraiment, tu vas tester l'existant avant de partir en prod. Super intéressant. Ouais, donc ça, c'est cool. Je trouve ça trop bien. Ce que tu as rappelé, c'est que ça peut se faire effectivement en création de projet ou juste avant après avoir fait des maquettes, avant de donner aux devs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une arme qui est incroyable pour les créateurs de projets. On l'oublie assez vite, mais c'est vrai que les créateurs de projets, ils pensent toujours un produit parfait qu'ils font pendant des mois. Et en fait, parfois, au final, ils se rendent compte que ça répond pas à un marché ou à un besoin. Et donc, pour ça, les tests utilisateurs, c'est tellement puissant. Franchement, tout le monde devrait le faire, quoi. Tous les créateurs devraient le faire. C'est ça. Je crois qu'il n'y a pas pire de se rendre compte que juste ton idée intéresse pas et tu l'as pas fait tester avant. Et il y a un truc aussi, c'est que les experts ont tendance à avoir leur vision de leur idée. Donc, ils vont pas forcément savoir comment la traduire auprès des utilisateurs. Et c'est justement là où l'UX, vraiment, l'UX designer, avec les tests utilisateurs, va pouvoir faire le pont et vraiment vérifier si la solution proposée, elle est compréhensive et utile pour les utilisateurs derrière. Ouais, ok, super intéressant. Ok, et je vois que tu l'avais mis dans les notes, peut-être que tu peux en parler. Est-ce que tu penses que quand on fait... Alors, on va bien sûr parler des étapes et du process pour mettre en place des tests utilisateurs, mais tu penses qu'il faut combien de personnes à peu près ? Enfin, c'est quoi le type d'utilisateur qu'il faut aller chercher et il en faut combien à peu près pour mener ces tests ? Oui, en fait, 5 utilisateurs. Pourquoi ? Parce que des designers, quand ils ont fait des design sprints, des modes guérilla, donc c'est vraiment des designs, des process qui se passent sur une semaine, 2-3 jours, ils ont remarqué que 5 utilisateurs, ça suffisait amplement pour avoir 80% de tes problématiques identifiées. Ok, J'ai vu un article, il y a pas longtemps, qui disait que 20 c'était mieux. Après, j'ai lu qu'un seul article qui est sorti cette année. Je sais pas s'il y a des nouvelles études. Ça, ok. à voir, parce que ça a amené à 90% des problèmes identifiés. Mais ça, c'est un truc où il faut faire beaucoup plus d'efforts. 5, on sait que c'est efficace, qu'il y a la majorité T'as déjà le des 80-20, choses. quoi. T'as Ouais, c'est pas... ça. Enfin, le C'est 90, c'est vraiment si, je pense, ouais, si t'as le temps, si t'as les ressources, on parle d'un truc d'une fonctionnalité qui va coûter des millions derrière. Enfin, j'exagère, mais ça. c'est 15 pour un gros truc. personnes en plus pour 10%. Je sais pas si ça les vaut, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, donc ouais, donc ça veut dire en fait 5 personnes. Donc j'imagine qu'il y a eu des études qui montrent qu'au-delà de 5 personnes, t'auras toujours les mêmes problèmes qui reviendront, les 80% dont tu parles, quoi. Donc, C'est ça. ouais, c'est super intéressant ça. Donc, ça veut dire, il n'y a pas d'excuses, les amis. 5 utilisateurs, c'est facile à trouver. Donc, avec
ces 5 testeurs-là, on peut déjà avoir 80% des soucis qu'il y a sur son site ou des retours qu'on veut avoir sur un écran ou sur une fonctionnalité, etc. Ok, C'est et c'est ça. quoi les types d'utilisateurs que tu vas aller chercher du coup, Reb? C'est, j'imagine, ta cible, ton cœur de cible? Alors ton cœur de cible, mais il faut faire attention si tu as une cible assez large, si tu as plusieurs personas, il faut vraiment savoir les identifier en amont Ok, et bien choisir. C'est vraiment tu peux pas satisfaire tout le monde, donc là, il va falloir que tu te focuses, soit tu peux essayer de trouver, des cibles différentes. C'est ce qu'on avait fait, pour certains tests où on va voir plusieurs profils qui utilisent l'application de différentes manières. Mais la plupart du temps, ouais, faut vraiment faire gaffe à ça et vraiment beaucoup de réflexion sur le choix de ta cible pour essayer d'identifier, soit plusieurs parcours, des ouais. problèmes sur plusieurs parcours ou plusieurs, si tu as si tu plusieurs, personas dans ton même, produit, il faut que tu t'adaptes, mais dans tous les cas, voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que ça dépend aussi des types de produits, des types de sites, mais je me dis qu'en e-commerce, bon, les parcours sont très similaires, donc tu vas pas forcément te dire que tu vas aller chercher chacun de tes personas. En revanche, parfois pour du SaaS ou de l'application où tu vas avoir différents parcours avec différentes fonctionnalités et tel persona, tu sais qu'il va utiliser plutôt telle fonctionnalité et tel persona plutôt telle autre. Là, tu vas essayer de rentrer d'être un peu plus granulaire et de te dire, «Ouais, je vais prendre 5 utilisateurs et qui ont plutôt ce métier-là, 5 utilisateurs qui ont plutôt ce métier-là», parce C'est qu'ils ça, ils vont forcément avoir des parcours, des utilisations différentes, quoi. c'est ça. OK. Par groupe de 5, je pense que c'est bien si tu prends, chaque Ouais. cible, par groupe de 5 si tu veux en faire tester plusieurs, en effet. Alright. OK, ça marche. Bon, bah, trop intéressant. Est-ce que tu pourrais maintenant nous donner, du coup, un peu le process, les étapes pour, mener des tests utilisateurs? Peut-être, ouais, dans les grandes lignes et puis après, si tu veux rentrer un peu dans le détail, pour que tout le monde puisse l'appliquer chez soi? Carrément. Donc les premières étapes, évidemment, c'est de définir bien ses objectifs, hein. Qu'est-ce que tu fais tester? Concrètement, donc tu vas vérifier l'usabilité de ton produit, l'utilité de ton produit et les 2 mélanger si les utilisateurs vont l'accepter, en fait, tout simplement. S'ils vont l'intégrer dans leur quotidien et commencer à l'utiliser, si tu as vraiment cet effet-là. Ensuite, tes personas, quelle cible tu choisis. OK. Deuxième étape, faut organiser les tests, donc choisir quelle méthode de test tu vas appliquer. Il y en a plusieurs pour, plusieurs produits. Nous, on fait souvent des tour guides ensemble où c'est l'utilisateur, on le laisse expliquer, ce qu'il voit, le prototype, on le laisse expliquer ce qu'il fait OK. et ensuite, du coup, à partir de ta méthode de test, tu fais ton scénario de test. Ça, c'est hyper important. Tu dois vraiment avoir, un scénario de ce que tu vas faire tester, quelles tâches tu vas faire, quelles questions tu vas poser après. Donc justement, rédiger les questions, c'est un gros travail parce qu'il faut pas biaiser l'utilisateur. Il y a pas mal de méthodes, on pourra en parler après si tu veux dans le Ouais. détail, pour faire ça. 4e, bah, tu as trouvé ton panel où tu le trouves et tu fais tester ton projet. Ensuite, tu analyses, tu compiles tout ça et tu transformes tout en insights, ce qu'on appelle des insights. Donc c'est vraiment, des conclusions, c'est pas des conclusions parce que les conclusions c'est vraiment l'étape d'après, mais des insights c'est vraiment des points donnés par tes utilisateurs qui vont vraiment t'aider à justement trouver des solutions. Donc, par exemple, tu peux avoir 5 insights qui vont t'amener à une conclusion qui fait que tu vas avoir une liste de 20 solutions derrière, quoi. OK. Euh, mais du coup, ton OK. insight, ça peut être les utilisateurs ne veulent pas, payer parce qu'il faut s'inscrire sur le site avant. Et l'inscription, les frustre. C'est un truc du O genre, tu vois? OK, super intéressant. OK, bah, c'est trop bien, alors je vais essayer de résumer si j'ai bien compris les étapes et après j'ai quelques questions. Donc, première étape, tu définis tes objectifs et les personas que tu vas tester, donc ça, c'est ce qu'on disait avant. Ensuite, tu vas, choisir ta méthode de test et là-dessus, j'ai une question à te poser après. J'imagine qu'il y a différentes méthodes. Ensuite, tu définis les scénarios, donc ça, c'est super important. Quel scénario tu vas faire tester à tes utilisateurs? Tu fais les tests où là, tu regardes un peu comment les utilisateurs se comportent sur ton application ou sur ton site. Et ensuite, tu compiles les résultats des tests, tu les analyses et tu les transformes en insight. J'avais une question déjà sur l'organisation des tests, donc les méthodes de test. Là, tu en as évoqué une, c'est le tour guide. Est-ce que tu peux juste nous expliquer concrètement comment ça marche? Et après aussi nous donner, est-ce qu'il y a d'autres méthodes du coup de test utilisateur qui existent, que tu peux nous partager? Carrément. Le tour guide, c'est, on va dire à l'utilisateur, en fait, concrètement, explique-moi le produit comme si, par exemple, j'étais un nouvel employé de la boîte.
et du coup, il va se balader sur la solution et OK. ça permet d'analyser vraiment sa compréhension et la facilité d'utilisation aussi, de l'interface ou de ton produit, quoi. C'est vrai qu'après, il y a le shadowing où là, vraiment, on lui dit rien. On lui dit juste: «Balade-toi sur l'application, dis-moi ce que tu en penses» et cetera et on se met beaucoup plus, en retrait et on OK. observe comme des petites souris, à côté. Il y a, ça, c'est plus en je réfléchis à d'autres types de tests parce qu'il y a Bah, c'est plusieurs déjà types de ouais, c'est déjà pas déjà mal. bien? C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'ai bien compris, tu as le tour guide où en gros tu te mets, en fait, tu vas faire découvrir le produit à la personne et là, tu vas avoir des questions assez spécifiques à lui poser et tu vas interagir avec elle, versus le shadowing où là, tu es vraiment, comme tu dis, derrière la personne et là, tu te tais en fait et tu regardes, tu observes juste ses comportements, comment elle se balade C'est sur ça. le site et cetera. En fait, c'est ça. Mais le but dans tous les cas, c'est vraiment que l'utilisateur, il trouve ses propres mots, il s'exprime avec ses mots, pas les tiens. OK. C'est vraiment de lui laisser, le lead en fait, en quelque part, pour gérer et pour dire ce qu'il pense. OK et ça, du coup, par rapport à ça, comment tu fais, en fait, comment tu fais pour le laisser justement s'exprimer sans trop, le guider, en fait, sans trop le biaiser? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un comment dire? Une posture à avoir vis-à-vis de les utilisateurs quand tu leur fais tester, le site? Ou est-ce qu'il y a une manière de s'exprimer avec eux? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, toujours mettre l'utilisateur en confiance, tout simplement. Les gens, ils vont avoir du mal à dire vraiment ce qu'ils pensent. Des fois, ils veulent faire plaisir ou ils veulent pas vexer, si c'est pas bien et cetera. Il faut bien leur préciser que c'est pas eux qui sont testés, c'est le produit, OK, le prototype, donc il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et ça, généralement, ça aide à libérer la parole et ensuite, ils sont de plus en plus à l'aise forcément. J'en parlais encore l'autre jour à ma stagiaire qui en a fait là, pour son projet scolaire, elle a vraiment remarqué à quel point les gens se détendent au bout d'un moment, ils vont commencer à se lâcher et à dire vraiment ce qu'ils pensent et cetera. Après, il y a toujours au moins 20 qui passent à la trappe qui ne sont pas vrais, tu vois? Je pense ouais. entre 10 et 20 de choses ils disent qu'ils font, mais qu'ils font pas vraiment. Donc il faut être attentif aussi à ce qu'ils font sur l'écran. C'est pour ça que généralement je passe un peu sur un autre sujet, mais on enregistre aussi les sessions Ouais. Ouais, parce et qu'en fait, c'est hyper intéressant. J'en discutais avec dans un autre épisode, c'est, la différence entre ce que dit l'utilisateur et son comportement. mmh. C'est la parfois, la différence peut être assez forte et c'est vraiment le comportement qui prime sur ce que dit la personne. Donc tu peux quand même lui poser des questions, j'imagine, pendant que tu fais des tests avec elle, heu, sans forcément, comment dire? Obscurcir son jugement, mais juste, lui poser une question, sur pourquoi tu as fait, juste: «J'essaie de comprendre pourquoi tu as fait ça, explique-moi par des mots, simples», voilà. Mais surtout, c'est observer ce qu'elle fait et parfois tu as une différence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit et c'est vraiment l'observation du comportement qui prime et donc c'est pour ça que, comme tu dis, il faut être, déjà, c'est bien d'enregistrer la session. J'imagine que c'est bien d'être à plusieurs aussi, ça on n'en a pas parlé, mais une personne qui observe l'utilisateur et qui observe bien ses mouvements, son comportement et l'autre qui va lui parler. C'est ça. Après, un peu des 2, je pense. Nous, comment on s'organisait, c'est une personne qui va noter. Parce que quand tu notes, tu peux pas écouter concrètement l'utilisateur, lui donner, OK, tu sais, ton attention et le regarder. Et quand on avait fait des tests ensemble, j'avais plus l'impression quand tu étais en prise de notes que tu étais vraiment focus sur ce qu'il disait. Et moi, j'avais plus la place de regarder l'écran justement et de voir où sa souris allait et cetera parce que j'avais que ça, tu vois, pour me focus. ouais, bien Donc je pense sûr. que c'est plus un découpage comme ça. C'est vraiment la prise de notes sur le moment, c'est pas possible de la faire tout seul, en fait. Tu peux pas faire un interview tout seul. C'est pour ça que souvent on enregistre parce que quand tu es tout seul, tu dois d'abord écouter, vraiment donner full attention à ton utilisateur et ensuite tu prends quelques minutes après, l'interview, le test Ouais. pour, heu, pour vraiment rédiger, Faire un récap le et ouais, ouais. tant que c'est frais dans ta tête. J'avais une question là qui me traverse l'esprit. Tu penses que ça dure combien de temps c'est quoi la durée des tests par utilisateur? Parce que j'imagine déjà que tu fais un test, quand tu fais un test à un seul utilisateur, faut pas que tous les utilisateurs soient ensemble, bien évidemment, parce qu'ils peuvent voilà, se biaiser entre eux. Mais, est-ce que tu as une durée à peu près, je sais pas, ça dure quoi? 10 minutes, une demi heure, 1 heure? Entre 10 et 30 minutes, je dirais. Ouais, ça suffit. Vraiment une OK. moyenne de 15-20 minutes, ça suffit amplement, tous les gens sont différents. Il y a des gens qui vont, parler pendant
plein de temps et avoir beaucoup de choses à dire. Il y en a qui vont avoir moins de retours et c'est pour ça après qu'on pose des questions. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a souvent une phase d'interview quand même après le test qui permet de creuser, en fait, si on n'a pas du coup, suivant les actions qu'il a fait, on peut poser des questions sur ce qu'il a pensé de ses actions, sur la navigation, sur les écrans par lesquels il est passé et cetera. Ok, intéressant ça. Ok, trop cool. J'avais une autre question, je te la pose sinon je vais l'oublier, c'est sur les scénarios, parce que du coup dans l'ordre, je rappelle, hein, dans les étapes, il y avait définir les objectifs et personas, il y avait, organiser les tests et ensuite rédiger les questions, et donc définir les scénarios. Sur la partie scénario, qu'est-ce que tu entends par là? Comment ça en fait, c'est quoi un scénario? C'est tu vas définir en amont ce que l'utilisateur va faire et ce que tu vas lui demander de faire, c'est ça? C'est ça. Tu vas rédiger tout simplement, comme un petit script quelque OK, part de la tâche principale, de ce que donc là, c'est, l'utilisateur, va, ajouter le but c'est qu'il ajoute, au panier un produit et ensuite tu vas décrire toutes les tâches, si tu dois lui faire faire des tâches précises, tu vas écrire les tâches que tu veux lui faire faire. Des fois, il va pas les faire ou il va pas les réussir, par exemple, parce que tu vas pas lui dire, «Fais ça» à chaque fois. Tu vas lui dire le scénario, lui, il va essayer de faire les tâches que tu as prévu qu'il fasse, mais s'il les fait pas, tant pis pour toi, en fait. C'est lui, il va bien prendre sûr. un autre chemin et cetera et c'est comme ça et en fait, c'est pour ça que c'est important parce que toi, ça te permet vraiment d'analyser qu'est-ce que tu testes, en fait. C'est vraiment l'endroit où tu as: «OK, je dois checker si l'ajout au panier le bouton d'ajout au panier est visible, Ouais, si, l'inscription ou pas, comme c'est un gros sujet, c'est ça. elle frustre ou elle empêche, enfin, c'est des Ouais, points précis pour ça toi. veut dire, par exemple, si tu as fait un scénario et tu pensais qu'ils allaient tous passer par tel, funnel ou tel où ils allaient tous cliquer sur le bouton, mais que les 5 le font pas, c'est qu'a priori, ils ont pas du tout vu le truc, ils ont pas Ouais, vu le bouton et donc ça te met la puce à l'oreille, quoi. Et après tu c'est peux ça. poser la question, mais tu avais pas vu qu'il y avait un truc ici et donc ça peut être intéressant. OK. OK, trop cool. Est-ce que tu aurais, 1 ou 2 exemples à nous donner de tests utilisateurs que tu as déjà menés sur des clients, et ce que ça a donné comme résultat? Carrément, on l'a fait pour un SaaS de cartographie de système d'information. On Ah avait ouais, refait, la fonctionnalité principale de l'application et l'écran principal vraiment de cartographie, d'études, d'impact, et pour ça, on a fait des tests utilisateurs parce que comme c'est une grosse appli, ça coûte cher à développer, donc valait mmh, mieux qu'on parte, en test avant, de balancer tout ça et parce que comme c'est des fonctionnalités qui sont déjà de base difficiles à appréhender, on change leur design, leur manière de leur interaction. Vraiment, il y a des fonctionnalités, on a tout changé, donc il fallait absolument qu'on teste et ça a été mais une mine d'or, mmh. je de révélations sur, comment, qui utilisait quoi, sur vraiment leur, cheminement de pensée, pour aller, cartographier, faire une étude et comme c'était différent. Tu vois, quand tu as des projets techniques comme ça, tu vois que chacun a sa logique et qu'il faut vraiment essayer d'adapter à la majorité. Ouais, C'est vraiment un gros ouais. challenge, mais les tests te permettent de préciser au fur et à mesure, vague par vague, beaucoup plus tout ça et c'est pour ça qu'avec ce projet, on est encore en analyse constante d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas parlé OK, des tests automatisés avec Maze qui sont des ouais. solutions où tu peux balancer des questionnaires ou des tests et cetera et tu as pas besoin d'être là. Mais il y a aussi juste l'analyse, permanente des comportements utilisateurs qui t'apporte énormément d'insights et on l'a fait aussi, pour une agence de team building où là, c'était vraiment tester l'ajout d'une animation et l'accès au funnel de devis. Donc c'était hyper important, quoi. Il fallait vraiment qu'on Bien sûr. teste. Il y avait un gros pain point sur le site, qu'il y avait, où les Mmh. gens étaient vraiment perdus. Il y avait un gros micmac entre l'ajout du panier, la suite du devis, la confirmation. Donc là, ça nous a permis de tester la navigation principale. C'était vraiment plus basique comme scénario du coup, beaucoup moins compliqué, mais tout aussi important. C'était vraiment A plus B, tu arrives sur le site, j'ai envie que tu fasses une demande de devis. Ouais. Et ça a été, pareil, hyper game changer et il y avait eu des bons résultats d'ailleurs. On avait grave bien simplifié la navigation. Il me semble qu'il y avait peut-être deux trois trucs à changer, je me souviens plus trop. Mais, Ouais. franchement, ça nous permet en fait de gagner du temps, de l'argent, tout. Ouais, c'est clair. En fait, c'est une petite perte de temps au début, sur la phase design et encore, on a parlé de 10 à 30 minutes par utilisateur, il y en a 5 donc franchement, c'est en une C'est semaine, c'est une plié. semaine, ouais. Mais ça te permet derrière de te baquer et de te dire que tu
tu construis une expérience et un produit qui est adapté à l'utilisation de ta cible et qui est validé par eux. Et donc, tu te back pour la suite et tu sais que tout ce que tu vas faire en dev derrière, ça sera plus backé par les retours utilisateurs. Donc, enfin, moi, c'est pour ça que je disais en début d'épisode que j'adore cette technique. C'est que pour moi, c'est quelque chose qui devrait être tout le temps fait aujourd'hui par toutes les personnes qui ont des produits ou des sites. Les tests utilisateurs, ça devrait être central dans la stratégie d'amélioration d'un produit, quoi. À toutes les étapes, ça devrait intervenir. C'est clé, quoi. C'est Sur dingue. C'est ça et c'est dommage parce que les clients, les entreprises sont pas forcément, ultra sensibles aux tests pour l'instant, Ouais, mais on l'a bien vu que quand on en a fait, ouais. même eux, ils étaient waouh par les T'as un wow résultats. effect, ouais, c'est clair. Un waouh Ouais. effect de: «Tain, tu tel insight, tu tel truc, j'aurais pas pensé, qui pensait comme ça». Enfin, il y a toujours des surprises ou des idées auxquelles tu aurais même pas pensé. Après il y En a plus, toujours des trucs hors sujet, en mais marketing, on dit tout le temps aux fondateurs, mais parlez à vos clients, parlez ouais. à votre cible. Et en fait, on le dit, mais on le fait jamais. Et là, pour le coup, tu le fais vraiment, quoi. Tu parles vraiment à tes clients en live et je pense que du coup, c'est hyper intéressant parce que non seulement tu as des feedbacks sur l'interface que tu es en train de tester, mais aussi sur ton business. Tu peux aussi poser des questions sur ton business, sur pourquoi vous achetez chez nous, pourquoi vous avez hésité à acheter chez nous. Toutes ces questions-là, c'est hyper intéressant à poser aussi dans ces sessions de test-là. Donc, ouais, c'est priceless pour un fondateur, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper intéressant, de le faire en amont d'un projet, si tu veux tester ton existant en fait, avant de tester ton prototype tout simplement. Parce que Carrément. là, ça fait vraiment partie intégrante de la phase d'analyse. C'est vrai que les entreprises, se limitent souvent aux audits, aux heuristiques ou tu sais Ouais. l'analyse pure en fait UX mais c'est vraiment dommage parce qu'après, petit disclaimer comme quand même, les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est quand même une règle principale du design, donc il faut vraiment faire ce travail d'analyse, en fait. C'est ça la complexité, je pense, des tests utilisateurs après coup. C'est analyser ce qui est pertinent pour toi, ce qui est à garder, ce qui est à jeter, ce qui est vraiment game changer ou pas. Et ça, c'est vraiment puissant, mais c'est pas facile à faire. Ouais, je comprends. À utiliser, avec parcimonie. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment hyper intéressant les tests, quand tu as déjà des hypothèses et que tu veux les tester, c'est Mmh. vraiment l'arme ultime, quoi. OK, bah, trop cool. Bah, écoute, est-ce que tu pourrais, là, pour terminer cet épisode, nous donner un peu tes modèles d'inspiration, ou un peu ta veille, design? Ça dépend des projets, j'ai envie de dire, hein, parce que, bah, il y a pas tout ne fonctionne pas de la même manière pour le même projet. Je Ouais, sais pas si c'est clair, mais on n'a pas les mêmes, solutions pour les différents produits, heu, mais en soi les modèles inspiration, ça reste ce que j'ai appris, donc vraiment, toutes les guidelines, de l'UX, la méthode du double diamant qui vraiment intègre les tests utilisateurs, d'une manière très chouette. Je vous invite à regarder les heuristiques, se baser sur tout ce qu'on a appris et après pour des projets, enfin des modèles inspi, tu veux parler de sites un peu plus? Genre de peut-être de références, ou de boîtes qui font des tests justement et qui ont été grave réglo avec ça. ouais, Parce il y a Apple qui est vraiment les premiers sur l'UX aussi, Airbnb qui sont vraiment un modèle, je trouve. Typologie toujours, qui fait des masterclass en termes de soins, tout le c'est temps. clair. Ouais, ils sont très forts en optimisation de la conversion, ils font pas mal de tests sur leur site, effectivement. Bon, bah, trop cool. Et est-ce que tu as une marque que tu rêverais de voir interviewer sur le podcast? Typologie justement, je pense ou alors, Merci Andy. Ouais, ça serait ouf. J'essaie de les avoir, mais c'est compliqué. Mais ouais, sur mon autre podcast Force et Conversion, ça serait bien que j'arrive à les attraper, ça serait ouf. Ah ouais, hein, ce serait ouf. Je veux être là aussi. Tu connais mon amour pour Merci Andy, C'est clair, ça serait dingue. On y arrivera un jour. OK, bon, bah, c'est cool. Et comment on peut te contacter si on veut? Sur LinkedIn, Malte et il y a mon portfolio, en ligne qui arrive dans pas longtemps normalement Oh waouh! mais voilà. Trop cool. Et ben, on mettra les liens, en description. Merci, Reb, pour l'épisode, c'était trop cool et c'était hyper intéressant et on va s'en faire d'autres sur d'autres sujets UX, j'espère. Mais en tout cas, là, déjà, les tests utilisateurs, les amis, faites des tests utilisateurs, c'est hyper important, ça va vous changer Ouais, la vie. Donc, faites-les. faites-les, quoi. Vous avez plus le choix maintenant, vous avez plus d'excuses. Bon, merci, Reb, c'était trop cool et on se dit, à plus tard, alors. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool de partager tout ça avec toi.
Donc merci. Trop bien. Allez, ciao. Ciao, Ciao. ciao.